Bonjour à tous. Nous avons donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie Dejoux, qui est professeure d'histoire et qui a soutenu, il y a maintenant 3 ans, une thèse qui avait pour titre « Gouverner par l'enquête, les restitutions de Louis IX, 1247-1270 » et qui a donné lieu, pour l'essentiel de cette thèse, à une publication sous le titre « Les enquêtes de Saint-Louis, gouverner et sauver son âme ». L'intérêt de ce travail, c'est en effet d'être à la charnière, en quelque sorte, de 3 domaines. Premier domaine qui est celui de la construction de l'État capétien, construction dans laquelle l'enquête a joué un rôle absolument essentiel. Le deuxième grand thème de la thèse, et qui se retrouve bien sûr dans le livre, c'est qu'à travers ces enquêtes de restitution apparaît toutes les conditions dans lesquelles le rapport gouverné-gouvernant était alors envisagé et imaginé à la période où commençaient à être publiés les grands miroirs des princes. Et le troisième thème, qui fait aussi une des grandes spécificités de la thèse et du livre, c'est d'avoir insisté sur cette économie du salut qui était liée à ces enquêtes de restitution, puisque ces enquêtes ont été lancées avant que le roi parte en croisade et à son retour en France également. Donc, avec Marie Dejoux, nous revenons en quelque sorte au Moyen-Âge, mais nous avions parlé du XIVe siècle avec Patrick Boucheron, du XIVe siècle et du conflit entre l'idée communale et le modèle de la seigneurie dans cette Italie des cités, et de Sienne en particulier, au début du XIVe siècle. Et là, nous retournons au XIIIe siècle. Nous retournons au XIIIe siècle et on peut dire celui qui marquera ensuite la construction de l'État, c'est le petit-fils de Louis IX, à savoir Philippe le Bel, bien sûr. Et les grands miroirs des princes seront davantage de la période de Philippe le Bel, mais déjà nous verrons, en tout cas dans la discussion avec Marie Dejoux, qu'apparaît déjà tout le système, pourrait-on dire, conceptuel qui va nourrir cette littérature absolument fondamentale, qui est une conception du gouvernement centrée sur la vertu des princes et l'analyse des vertus nécessaires pour gouverner, beaucoup plus qu'une réflexion sur les principes constitutionnels organisateurs du pouvoir. Il y aura, comme avec la conférence de Patrick Boucheron, projection d'images. Et pour découvrir les images, je vais donc moi aussi retourner m'asseoir au milieu de vous, et je reviendrai ensuite pour lancer la discussion avec Marie Dejoux, que je remercie vraiment encore une fois très vivement d'avoir accepté de venir ici. Son livre a été publié au PUF dans la collection Le Nœud Gordien, qui est dirigée par Madame Gauvard, qui est une des grandes médiévistes françaises. Voilà, je vous laisse la parole. Eh bien, je tiens tout d'abord à remercier Monsieur le professeur Rozan Vallon de m'avoir convié à vous présenter aujourd'hui mes recherches qui s'inscrivent pleinement dans le thème abordé par ce séminaire, gouverner et dominer. À partir de mes travaux de thèse et de leur version récemment publiée aux presses universitaires de France, il sera en effet question ici de gouvernement médiéval royal et, dans le cas qui nous retiendra ici, celui de Louis IX, du gouvernement par l'enquête et d'un art de gouverner singulier que l'historien américain William Jordan a désigné sous l'expression de redemptive governance ou de gouvernement rédempteur. Il s'agira en effet de démontrer comment, à travers les vastes enquêtes ordonnées par le monarque entre 1247 et 1270, pour réparer les torts de son administration, Louis IX visait tout à la fois le gouvernement de soi et le gouvernement du royaume. Mon intervention reprendra dès lors la grande distinction opérée en ces mêmes lieux par Michel Foucault en 1982, lors d'un cours qu'il avait intitulé « Le gouvernement de soi et des autres ». Mais avant cela, permettez-moi de commencer cette communication par un récit fondateur, et nous le verrons largement mythique. Saint-Louis est depuis le XIIIe siècle une figure tutélaire de l'histoire de France.
Le roi était connu de chacun pour sa légendaire justice, rendue à chacun sous son chêne de Vincennes, quand en 1855, Edgar Boutaric, archiviste à la section historique des Archives nationales, fit une découverte. Dans le supplément du Trésor des Chartes, il mettait au jour un ensemble documentaire inédit, quelques milliers de plaintes recueillies lors de tournées d'enquête ordonnées par le monarque entre 1247 et 1270. Pour la génération des historiens méthodiques, qui aspiraient à faire de l'histoire une science, cette trouvaille relégua le chêne de Vincennes à son rang d'image d'Épinal. Les enquêtes devenaient la preuve véritable, car étayées par l'archive de l'amour de Louis IX pour la justice. Aussi, ces documents passèrent-ils brutalement de l'ombre à la lumière et de l'oubli à la célébration patrimoniale et nationale, pour reprendre les termes de Yann Potin. 2 registres furent immédiatement retirés des fonds et exposés dans le jeune musée de l'histoire de France pour que chaque citoyen français puisse admirer ce que l'on rapprochait alors des cahiers de doléances de la Révolution française. L'Académie des inscriptions et belles-lettres décida de son côté l'édition intégrale de ces sources dans les lourds et prestigieux in-folio des recueils des historiens des Gaules et de la France, collection conçue et continuée pour être la rivale des Monumenta Germaniae Historica, et la confia en 1877 au prince des bibliothécaires, Léopold de Lille. Un monument national était né. C'est à sa déconstruction que ma thèse a entendu procéder, en repartant des originaux et en considérant Louis IX avant tout comme un roi et non comme un saint. Je commencerai donc par retracer avec vous la genèse et la définition de ce sujet avant de vous guider au travers des démonstrations menées dans cet ouvrage. Le pari qui sous-tendait cette thèse, soutenue en 2012 à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Laurent Feller, était d'écrire l'histoire intégrale d'une source, de sa production à sa réception. Il s'agissait d'en éclairer toutes les dimensions économiques, sociales, politiques, culturelles, géographiques et religieuses. Il s'agissait en somme de réconcilier au travers d'une source unique les différents domaines de l'histoire et d'éviter une spécialisation parfois factice entre les différents champs qui constituent l'histoire médiévale. Pour ce faire, l'observatoire retenu fut les traces laissées par les investigations ordonnées par Louis IX avant son premier départ à la croisade, en 1247, et jusqu'à sa mort, en 1270. Ces enquêtes devaient porter sur les exactions commises par les officiers royaux, mais également sur celles que les administrés pouvaient avoir subies de la part du roi et de ses prédécesseurs. À partir de 1257, elles furent étendues aux usures prélevées par les créanciers juifs que le roi expulsa de son royaume à plusieurs reprises. Une fois les griefs de la population recensés, on en établissait par l'enquête la véracité, puis l'on réparait matériellement, c'est-à-dire financièrement, les dommages attestés. Après la croisade, j'ai montré comment la terminologie de ces enquêtes évoluait et se figeait autour de cette activité de restitution. Les enquêteurs sont désignés comme l'étant in negotio restitutionum et emendationum. De là vient la terminologie d'enquête de réparation, forgée pour les besoins de l'étude, et dont j'ai essayé de démontrer tout au long de celle-ci la pertinence face à la catégorie infondée de l'enquête administrative, héritage impensé de l'école méthodique, et de l'enquête de réformation, dont l'idéal est postérieur. Rassurez-vous, nous y reviendrons. Ces enquêtes s'inscrivent en effet dans un contexte spécifique, celui du départ à la croisade de Louis IX en 1247, suite à sa décision d'honorer, en décembre 1244, le vœu qu'il avait fait à Dieu durant une maladie qui faillit lui coûter la vie. D'après Jordan, cette décision est un tournant personnel et politique important, puisqu'elle permit au roi de se dégager de l'influence politique de sa mère, Blanche de Castille, régente pendant les premières années de son règne. Vivement critiqué par cette dernière, le projet de Louis IX ne faisait pas non plus l'unanimité dans l'entourage royal. Dans une société marquée par le déclin de l'esprit de croisade, un roi chrétien avait surtout pour fonction, désormais, de bien gouverner son royaume, de ménager son corps physique comme son corps politique, et surtout de demeurer parmi ses sujets. Louis IX prit ainsi la croix de sa seule volonté et se vit dans l'obligation de rallier à sa cause le royaume.
Les enquêtes de réparation furent sans doute un moyen de créer un consensus autour de sa personne et autour de son projet de croisade. De plus, cette même croisade exigeait de lourds préparatifs spirituels et matériels. L'effort de guerre, et notamment la construction du port d'Aigues-Mortes, pour acheminer directement les croisés en Terre Sainte, nécessitèrent la levée de subsides souvent impopulaires. Les réparations royales pourraient être conjoncturellement une manière de faire accepter ces prélèvements accrus. Enfin, les croisés étaient enjoints par l'Église à des mesures de purification avant de s'exposer à une mort possible. Les restitutions royales s'inscrivent également dans cette logique pénitentielle. Nous y reviendrons une fois encore. La pacification du royaume, à la veille d'une absence sans doute longue et peut-être définitive, était rendue d'autant plus nécessaire que le monarque était à la tête d'un royaume considérablement étendu par ses prédécesseurs et, dans certaines régions, enclin à la révolte. À partir de 1241, une succession de révoltes et de coalitions avait agité le sud du royaume, comme en Poitou en 1242 et en Languedoc en 1240 et 1242. Mesure de circonstance, les restitutions royales reprirent pourtant dès le retour du roi en 1254 et furent menées jusqu'à sa mort en 1270. Sur un plan personnel, cette seconde vague d'investigation correspond à un changement majeur intervenu dans la personnalité du roi, désormais obsédé par l'échec de la croisade et soucieux de faire pénitence et de mettre en état de grâce son administration et son royaume. Plus largement, si l'on dépasse ce contexte conjoncturel, la chronologie des restitutions entreprises par Louis IX permet de se plonger dans une période cruciale pour la construction étatique française. En donnant des éléments de réponse à la question lancée par Jacques Le Goff, Louis IX était-il déjà un roi moderne ou était-il encore un roi féodal ? Retenir cet observatoire permettait dès lors de mettre en lumière une phase essentielle de mise en chantier de l'État moderne en France et surtout une période de construction d'une justice royale souveraine. Voilà pour le contexte et la définition du sujet. Passons désormais, si vous le voulez bien, à sa genèse. Le choix de cette source est le résultat d'un parcours commencé sans véritablement le savoir, en maîtrise. Comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, mes toutes premières recherches portèrent en effet, et sans en avoir conscience, sur l'enquête. La maîtrise me conduisit en effet à exploiter dans une perspective spatiale un registre de réformation forestière, un registre d'enquête, destiné à faire connaître au roi de France, à la fin du XIVe siècle, tous ceux qui possédaient des droits et des parcelles dans la forêt d'Alatte en Picardie. Comme une longue lignée d'historiens, je ne m'intéressais alors qu'aux informations véhiculées par ce type de documents, en laissant de côté ce que l'organisation de telles investigations disait et révélait du pouvoir royal. Par enquête, j'entends très simplement l'obtention d'une information et la recherche de la vérité par l'interrogation de témoins jurés. On parle ici d'une procédure juridique qui s'impose au fur et à mesure du Moyen-Âge face à l'ordalie, à l'épreuve de Dieu. M'intéressant au mécanisme du pouvoir, j'ai progressivement été frappée par la volonté croissante des rois de France de tirer, à partir de la fin du XIIe siècle, l'information de la bouche même de leurs sujets. L'enquête semblait permettre de construire une suggestion faite tour à tour de contraintes et de consentement à la domination. De fait, organiser une enquête donnait tout à la fois au monarque la possibilité de se renseigner, de se faire connaître, reconnaître, voire aimer, lorsqu'il s'agissait pour les sujets de dénoncer les abus de son administration, comme c'est le cas dans les enquêtes de réparation. En un mot, l'enquête était centrale dans l'art de gouverner au Moyen-Âge et l'on ne pouvait se contenter de l'instrumentaliser comme je l'avais fait auparavant au tout début de mes recherches. J'ai ainsi progressivement rejoint un renversement de perspectives historiographiques plus vaste dans lequel l'enquête n'est plus considérée comme une carrière de faits, comme une mine de renseignements, mais comme un objet d'étude en soi. Forte de cette découverte, je suis donc partie des enquêtes dites administratives, car elles étaient a priori moins connues et moins bien balisées que les enquêtes judiciaires médiévales. Dans un article fondateur, Jean Glénisson avait défini l'enquête administrative
comme une entreprise de recueil d'informations, instruite par le pouvoir médiéval tantôt pour connaître ses possessions, pour administrer, tantôt pour poursuivre ses officiers, pour juger son administration. Le caractère factice et tentaculaire d'une telle définition, qui m'amenait à comparer des sources aussi dissemblables que des inventaires domaniaux d'un côté et des enquêtes menées contre des officiers, m'a conduite progressivement à recentrer mes recherches sur les seules enquêtes dites de réformation des officiers royaux. Il était alors convenu, avec mon directeur de thèse, que je ne me servirais des grandes enquêtes de Louis IX que comme d'un contrepoint. Très célèbre, ce monument historiographique était nécessairement trop connu. L'année de Master 2 fut donc celle d'une découverte. Ces sources, communément présentées comme les parangons de l'enquête dite administrative, demeuraient largement obscures. Les quelques 10 000 dépositions conservées attendaient d'être dépouillées, la procédure employée, l'aire géographique embrassée et le personnel chargé de ces missions demeuraient totalement inconnus. L'un des acquis de cette thèse est précisément d'avoir montré le sort paradoxal de cette source, très tôt considérée comme l'un des monuments de l'histoire de France, et pourtant jamais étudiée de manière systématique, comme si cette monumentalité, au sens propre comme au sens figuré, en avait totalement pétrifié l'analyse. Il convenait donc de combler cette lacune et d'écrire plus d'un siècle après son édition l'histoire intégrale de ce mémorial de la royauté française. Méthodologiquement, ce travail souhaitait réconcilier la tradition de l'histoire totale des annales et les avancées actuelles de la médiévistique en termes de critique érudite des manuscrits. Pour ce faire, il me fallut recourir à des disciplines parfois techniques comme la codicologie, la diplomatique, l'archivistique, la cartographie et la prosopographie, mais également emprunter des concepts aux différents champs de l'histoire, à la géographie et à la sociologie. Le deuxième défi de cette étude était de s'affronter à la masse considérable d'écritures conservées lors de ces investigations, 10 000 dépositions, qui restaient à décrire, à dépouiller et à comprendre, tout en se confrontant à l'extrême diversité des situations régionales, puisque le Royaume de France tout entier fut concerné par ces enquêtes. Voyons donc désormais, thème par thème et étape par étape, comment j'ai procédé. Je vous projette ici le plan de la thèse, qui est globalement similaire au plan de sa version éditée. Et comme vous pouvez l'observer sur cette diapositive, cette thèse se constitue de 4 temps forts, 4 parties. La première est consacrée à la source, la seconde à l'enquête, la troisième à la société et la quatrième au roi. Comme ce plan l'indique, les sources sont considérées ici comme des construits et non comme des données. Je m'explique. Elles ne sont pas dépouillées avant d'en avoir compris l'élaboration, d'où les 2 premières parties qui restent en quelque sorte au seuil de la source et qui n'y entrent pas. La première partie s'attelle à dresser l'historiographie et à faire l'analyse matérielle des documents pour essayer de comprendre ce qu'ils étaient véritablement. Puis, la deuxième partie s'attelle à l'analyse de leur production, procédures juridiques employées, personnel mobilisé et espace parcouru. Ce minutieux travail de restitution de la production de la source m'autorise enfin, dans une troisième partie, à procéder au dépouillement des dépositions et à faire émerger la société de l'enquête et la dialectique qui se noue à travers elle entre gouvernants et gouvernés. L'historiographie classique, qui n'avait pas pris la peine de dépouiller les documents, se targuait néanmoins d'avoir compris les mobiles et le projet de Louis IX, roi saint et donc nécessairement charitable. Comme vous l'observez ici, et comme le plan de la thèse l'indique, les motivations du roi viennent au contraire nécessairement à la toute fin de l'analyse, elles sont une conclusion et non un préalable. Elles sont un point d'arrivée et non pas un point de départ. Nous allons donc désormais cheminer ensemble dans le corps de l'ouvrage en envisageant successivement pour chaque chapitre les objectifs et les méthodes mobilisées, puis les résultats obtenus. Alors nous commençons par la première partie, la source monument, et par le premier chapitre qui s'est attelé en fait à déconstruire le monument historiographique que constituaient ces enquêtes. Il n'y a là bien entendu rien d'original. Le premier réflexe de tout historien est tout d'abord de dresser l'état de l'art sur la question qu'il se propose d'observer.
Mais ici, l'originalité de l'approche a consisté à ne pas se limiter comme souvent aux écrits des historiens contemporains, mais à retracer du XIIIe siècle à nos jours le discours porté sur ces enquêtes. Il s'agissait de mesurer leur écho au Moyen Âge, de comprendre comment elles étaient devenues un monument historiographique et de mettre au jour les mécanismes de la pétrification documentaire qui avaient abouti in fine à ce qu'elle n'alimente que quelques monographies régionales. Pour ce faire, j'ai donc recensé puis dépouillé l'ensemble des biographies écrites sur Louis IX du XIIIe siècle à nos jours. De fait, la spécificité de Louis IX, et qui tient au fait qu'il a été canonisé, est la multiplicité des vies qui lui furent consacrées dès après sa mort. Cette manne documentaire est certes une bénédiction pour les historiens, qui disposent d'une information considérable sur le roi de France, mais elle constitue aussi une calamité, car la grande majorité des histoires du règne ont été écrites à partir des sources narratives et non des sources de la pratique du règne. D'où la tentation hagiographique que l'on sent dans la plupart d'entre elles. En privilégiant à contrario les sources quotidiennes du gouvernement, mon travail cherche plutôt à offrir une relecture critique du règne de Saint-Louis. Plus que le saint, il donne à voir le roi. Quel résultat pour le dépouillement de toutes ces vies de Louis IX écrites depuis le XIIIe siècle ? Eh bien, l'examen des sources non documentaires de l'époque a permis de montrer que la promotion immédiate des enquêtes fut avant tout l'œuvre des frères mendiants dans le contexte très restreint du procès de canonisation de Louis IX, à l'instar des vies rédigées par Geoffroy de Beaulieu, Guillaume de Saint-Patus et Guillaume de Nangis, qui saisissent ces enquêtes comme preuve de la sainteté du roi lors du procès. Érigés par ces derniers au rang d'exemplum, à valeur édifiante et morale, les chroniqueurs, les historiens, pour faire simple de l'époque, ne les retinrent pas, à l'exception du bénédictin anglais Mathieu Paris, qui en donne dans sa Chronica Maiora la seule description rédigée du vivant de Louis IX. Encore celle-ci est-elle bien spécifique, puisque le moine anglais se sert des restitutions opérées par le roi de France en 1247 pour appeler de ses vœux la restitution des terres arrachées à son roi, la Normandie notamment. On retrouve bien dans cette manière dont les enquêtes ont été mentionnées ou non par les sources narratives la double image de Louis IX forgée par les clercs et identifiée par Jacques Le Goff dans son Saint-Louis. Celle modelée tout d'abord par les mendiants, mettant surtout en avant le saint, et celle façonnée par les moines de Saint-Denis, qui mettent l'accent sur le roi et se désintéressent donc de procédures, lues alors comme charitables. Pierre angulaire de la canonisation de Saint-Louis, les enquêtes de réparation ne sont donc pas, au XIIIe siècle, une pierre ajoutée à l'édifice du règne de Louis IX. Après la canonisation du monarque, les enquêtes de réparation disparaissent, sinon de la pratique des rois, du moins des sources narratives postérieures. La substitution par Philippe le Bel de l'idéal gouvernemental de la réformation à celui de la réparation y est pour beaucoup, nous y reviendrons. Les enquêtes de réparation ressurgissent seulement à l'époque moderne, au XVIIe siècle, le grand siècle se ressaisissant avec passion de la figure du roi saint. On doit ainsi la redécouverte des enquêtes, mais également d'une partie des sources qu'elles générèrent, à un janséniste, le nain de Tillemont, chargé par le pouvoir royal de rédiger une vie de Saint-Louis tenant tout autant de l'hagiographie que de l'histoire. Néanmoins, l'analyse de l'ensemble des biographies consacrées au roi jusqu'à nos jours m'ont convaincu que c'est au XIXe siècle que le souvenir des enquêtes se diffusa massivement, au point de constituer parfois une image d'Épinal et un passage obligé de toute biographie de Louis IX. Dans les brochures catholiques à l'usage des jeunes du XIXe siècle, comme dans les manuels de premier cycle actuels, le récit forgé par les hagiographes mendiants est répercuté sans changement et à l'infini. La redécouverte en 1855 des rouleaux d'enquêteurs dans les dépôts des Archives nationales et leur édition en 1904 ne changèrent rien au caractère largement mythique de leur présentation. Au contraire même, leur insertion dans le panthéon documentaire constitué par les 24 volumes des historiens des Gaules et de la France ne devait qu'accentuer leur pétrification comme monument national.
Outre une production hagiographique conséquente, les enquêtes n'alimentèrent ainsi que des études ponctuelles, souvent régionales, mais aucune étude d'ensemble. Il est par ailleurs intéressant de constater qu'on doit sans doute à la numérisation du tome 24 des recueils des historiens des Gaules et de la France par la BNF sur le site de Gallica le regain d'intérêt actuel pour ces documents. Outre ma thèse, les années 2000 ont vu successivement un Master 2 consacré à ces sources à l'Université de Mayenne, mais également des thèses entreprises au Japon et en Angleterre. Ce désintérêt passé s'explique tout d'abord par une impossibilité technique. Avant l'ère de l'informatisation des données, il n'était pas aisé de rendre compte des 10 000 dépositions conservées. Il s'explique aussi plus profondément par le fait que derrière le monument se cache une épave archivistique, pour reprendre les mots de Langlois. Après avoir fréquenté les lourds et prestigieux volumes des recueils des historiens des Gaules et de la France, la première rencontre avec les originaux se fait en effet dans la surprise, sinon dans la stupeur. On ne trouve trace des beaux registres et des rouleaux d'enquêteurs qu'une historiographie enthousiaste préparait à trouver. En lieu et place de monuments, s'étale en effet une masse hétéroclite de documents de travail, tronqués, raturés et couchés sur des supports variés, cédules, rouleaux, feuillets, cahiers ou encore registres. Le contraste était si fort qu'il me semblait naturel, après avoir déconstruit le discours qui avait magnifié ces sources, de me retourner vers ces originaux méprisés dans toute leur matérialité et d'entreprendre donc l'analyse matérielle codicologique de ces manuscrits. C'est le thème du deuxième chapitre de la thèse. Alors, envisager que les documents en notre possession soient des épaves et non des monuments avait plusieurs incidences pratiques. Il fallait tout d'abord quantifier les pertes face à la documentation censément produite par les enquêteurs. Il fallait aussi aborder la question en termes qualitatifs. D'un point de vue diplomatique, quels types de documents ont été conservés de manière privilégiée, quels types de documents ont été perdus. Il fallait également déterminer comment ces épaves s'étaient échouées dans les archives royales et retracer leur parcours archivistique au sein du Trésor des Chartes. Enfin, il fallait expliquer leur forme matérielle hétéroclite et dégradée. Il convenait d'entreprendre l'analyse codicologique de chaque manuscrit. Quel résultat ? Mes comptages ont tout d'abord montré qu'une infime partie des archives des enquêteurs est parvenue jusqu'à nous. Les fragments de comptabilité royale mentionnent par exemple des tournées dont nous n'avons gardé aucune trace documentaire. D'un point de vue qualitatif, l'analyse historique de ces sources doit tenir compte d'un fait essentiel. De l'enquête, nous gardons avant tout la trace de l'audition des requérants, des milliers de plaintes, mais rarement celle de leur examen, comme la frise projetée derrière moi permet de s'en rendre compte d'un seul coup d'œil. Ici, vous voyez que pour la première phase de l'enquête, qui est la désignation des enquêteurs, nous ne conservons que 2 lettres de commission. En revanche, nous conservons des milliers de plaintes qui ont été produites par les sujets du royaume sur l'administration. Pour ce qui est de l'examen de chacune de ces plaintes par les enquêteurs, vous voyez qu'on possède beaucoup moins de sources et que, par exemple, pour une même tournée d'enquête, on ne réussit pas à partir de la nomination des enquêteurs jusqu'au jugement et jusqu'à la sentence. En effet, sur la fin de la flèche, vous voyez que nous ne possédons que peu de sentences et les analyses devront donc tenir compte du fait que pour la plupart d'entre elles, il va falloir travailler à partir des plaintes des sujets, mais non pas de la décision rendue par les enquêteurs. Il faut donc conclure au fait que nous avons à faire face à une forte hémorragie documentaire, tant en termes quantitatifs que qualitatifs. Fondamentale également pour la suite des interprétations, l'analyse des inventaires anciens, des inventaires médiévaux des archives nationales, n'a pas permis d'attester la présence de la majorité des documents dans les archives royales avant le XIXe siècle. Quelques documents font certes exception, mais les modalités de leur versement prouvent qu'il ne fut ni immédiat ni volontaire. La plupart des enquêtes tombent dans les archives royales après la mort de Louis IX. Les sources, jusque-là, semblent au contraire être restées sur place, dans la région où s'était déroulée l'enquête, et ne sont remontées au Trésor des Chartes qu'a posteriori
et le plus souvent de manière détournée, quand elles n'ont pas été jugées tout bonnement inutiles par les archivistes médiévaux comme Gérard de Montaigu. D'où une première conclusion capitale: les documents émanés détournés d'enquêtes n'avaient pas vocation à remonter vers le pouvoir royal, mais à rester sur place. Leur forme matérielle explique en partie cet état de fait. En lieu et place de monuments, nous conservons une masse hétéroclite de documents raturés, repris au gré de la procédure et rédigés sur des supports hétéroclites. Nous possédons par exemple des cédules de parchemin ou de papier, c'est-à-dire de petites pièces qui consignent chacune une plainte individuelle d'un sujet du roi de France. Nous possédons également des rouleaux, ce qui en règle générale est beaucoup plus classique pour les enquêtes, mais ici nous en conservons très peu. Nous conservons quelques cahiers libres de parchemin, des cahiers non reliés qui ont été rédigés par les enquêteurs. Nous conservons également quelques registres, dont vous voyez ici la reliure ancienne et les reliures plus modernes qui ont été faites par les archivistes. Nous avons des formes composites. Ici, vous avez un rouleau de cédules. Les cédules ont été cousues les unes aux autres pour éviter de les perdre. Nous avons également des formes particulièrement intéressantes pour les historiens, qui sont les brouillons. Et enfin, nous avons un type documentaire qui est beaucoup plus classique quand on pense au Moyen-Âge. Nous avons des chartes scellées du sceau des enquêteurs, des expéditions de sentence. Alors, loin d'être un handicap pour les analyses, ces différences matérielles permettent de retracer les différentes phases du formatage de la parole des déposants et du travail des enquêteurs. Je rappelle que je n'avais à ma disposition quasiment que des plaintes et qu'il fallait bien réussir à reconstituer la procédure d'enquête dans son ensemble. Eh bien, ces différences matérielles m'ont permis de le faire. En Languedoc, par exemple, tout commence par la rédaction de cédules individuelles, remises par les déposants eux-mêmes ou rédigées par les notaires publics qu'ils emploient. Ces petites pièces de parchemin ou de papier sont ensuite généralement rassemblées dans des formes synthétiques par ceux auxquels la réception des plaintes a été sous-traitée, sur des rouleaux comme à Alès ou dans des registres comme à Béziers, à Nîmes et à Beaucaire. Ici, nous avons conservé exceptionnellement une cédule qui avait été glissée dans le registre et qui a été, vous voyez, insérée sur une patte de papier par la suite par les archivistes. Et je vous montre sa transcription à côté dans le registre qui prouve qu'en fait, le registre est bien la compilation de centaines de cédules individuelles. Ces registres deviennent alors, pour les enquêteurs, le support de leur mission d'expertise juridique. Ils y insèrent dans les marges, au gré de leurs assises et de manière souvent aléatoire, les témoignages afférents aux plaintes, voire quelques sentences. Vous en avez un exemple ici, dans le registre Poitevin, où on voit bien ces sentences des enquêteurs et ces notes de procédure que les enquêteurs sont venus insérer dans les marges du registre face aux plaintes. De fait, un autre enseignement fondamental de l'analyse matérielle des manuscrits est que les ajouts et les mentions portées dans leurs marges ont tous trait à la procédure d'enquête en cours. Il est donc évident que leur durée de vie s'est limitée à l'enquête elle-même et qu'après celle-ci, ces documents furent délaissés et ne furent pas réutilisés par l'administration royale. Les documents ne furent en outre ni mis au propre, ni recopiés dans les cartulaires royaux, ni réutilisés, par exemple, pour organiser, après le règne de Louis IX, de nouvelles investigations. Ici, je vous montre l'exemple d'un cahier Picard, et vous conviendrez, en voyant cette double page, qu'il n'y a eu aucun effort de la part des enquêteurs pour remettre au propre le manuscrit après son utilisation. Vous voyez ici, par exemple, des marques de cancellation, c'est-à-dire que ces affaires étaient tranchées et les enquêteurs les barraient d'un trait de plume. Vous le voyez sur le folio de droite. L'analyse codicologique a ainsi démontré que les documents conservés étaient des documents de travail, faits pour et par les enquêteurs, et non des mémoriaux destinés au roi de France. Ils étaient conçus pour faciliter le travail du juge lors de l'enquête, et non pour conserver la mémoire des procédures ou pour informer le souverain sur l'état de son royaume et de son administration, comme on l'avait longtemps pensé. La mobilisation de techniques aussi érudites que la diplomatique, l'archivistique, la paléographie et la codicologie a ainsi permis de combattre la vision centraliste qui prévalait jusqu'à présent. Louis IX n'a pas organisé ses enquêtes à des fins administratives,
ou pour construire une quelconque mémoire de l'État. Il ne souhaitait ni rédiger des fiches sur ses officiers, ni faire remonter jusqu'à lui les doléances de son peuple. L'efficacité des enquêtes de réparation reposait au contraire sur l'action des enquêteurs sur le terrain et sur les sentences qu'ils rendaient publiquement. L'enquête de réparation m'est ainsi apparue avant tout comme une pastorale politique, une pratique. Soustraite à la sphère informative et administrative, elle a été rendue pleinement à l'action judiciaire. C'est donc vers cette pratique et vers cette procédure juridique qu'il convenait de se tourner. Le deuxième temps de l'étude se consacre dès lors à la procédure juridique employée par les enquêteurs, à l'identité de ces derniers et à la façon dont ils ont parcouru l'espace qui leur était imparti. La deuxième partie se focalise sur l'enquête comme procédure et comme pratique. Avant d'être une source identifiée avec plus ou moins de bonheur par les archivistes et par les historiens, l'enquête est en effet et avant tout une procédure juridique qui procède et participe du déploiement de la justice royale et de son institutionnalisation au cours du XIIIe siècle. En me basant sur les différents types de sources conservées, ainsi que sur les mentions laissées par les enquêteurs dans les marges de certaines d'entre elles, j'ai reconstitué la procédure employée par les enquêteurs et j'ai montré qu'elle était calquée sur les règles du procès civil contradictoire. Celui-ci s'ouvre par la remise d'une plainte écrite contre un officier, la pétitio, se poursuit par la confrontation des deux parties, la litis contestatio, et si aucun accord n'est trouvé, par le déclenchement d'une enquête proprement dite, c'est-à-dire par l'interrogatoire des témoins fournis par les deux parties en présence. Ces derniers sont interrogés selon des questionnaires que les parties composent. Articles quand il s'agit des témoins à charge, interrogatoria ou contre-interrogatoire lorsqu'il s'agit des témoins à décharge. Les enquêteurs rendent ensuite leur sentence qu'ils chargent les officiers royaux de faire exécuter. Théoriquement, le droit civil de l'époque exigeait que l'ensemble de ces étapes soient mises par écrit. De véritables dossiers documentaires durent donc être constitués pour chaque cas exposé devant les enquêteurs royaux. Cependant, j'ai aussi mis en évidence que les enquêteurs avaient reçu du roi l'autorisation de recourir à une procédure simplifiée, comme les adverbes simpliciter et deplano, utilisés dans une lettre de commission de 1247, le suggèrent. Le système de preuve admit ainsi des allègements, comme l'acceptation du serment décisoire, qui dispense les acteurs du procès de produire des témoins. La procédure mêle encore donc étroitement les preuves dites irrationnelles ou formalistes, comme le serment probatoire, et les preuves rationnelles, écrites, les témoignages. Sommaire, la procédure n'avait pourtant rien d'expéditif, comme les rares interrogatoires de témoins conservés l'ont confirmé. D'un point de vue cette fois-ci institutionnel et non plus juridique, je suis parvenue à mettre au jour que la mission des enquêteurs avait progressivement évolué au fur et à mesure du temps. J'ai identifié ainsi 3 vagues d'enquêtes qui attestent d'une normalisation progressive de ces procédures. La première se déroule en 1247-1248, avant le départ du roi à la croisade. Elle enregistre sur un même plan les plaintes portées contre les officiers et celles qui le furent contre le roi de France et ses prédécesseurs. Les enquêteurs n'ont en revanche reçu à cette date n'ont pas reçu à cette date le mandat de trancher les plaintes qui incriminent le roi de France, mais ils ne peuvent trancher que les plaintes qui incriminent les officiers. Les affaires levées contre le roi restent donc pendantes au moment où il part en croisade. Après le retour du roi, en revanche, en 1254, les enquêtes se dédient aux restitutions personnelles du souverain, étendues à celles des usures perçues par les juifs du roi. Leur terminologie se fixe au travers du binôme restitutiones ou emendationes. Et alors que les premières enquêtes menées avant le départ du roi à la croisade se signalaient par leur grande rapidité, quelques mois tout au plus, les restitutions royales se dilatent dans le temps, jusqu'à 8 années en Languedoc, pour régler l'épineuse question des confiscations faites aux hérétiques et aux fédis, et pour régler les problèmes fonciers posés par les réquisitions liées à la construction du port d'Aigues-Mortes. Les restitutions exigées personnellement au roi de France
sont en effet beaucoup plus complexes que celles exigées aux officiers et qui concernent le plus souvent de modestes amendes. Pour le roi, il s'agit tout bonnement ici de régulariser la conquête et de la légitimer. Enfin, troisième temps et dernière étape, la seconde prise de la croix par Louis IX le 24 mars 1267 pousse la royauté à relancer les enquêtes mixtes ordonnées avant la première croisade et qui incriminent donc sur le même plan les officiers et le roi de France. Plus que des entreprises de régularisation, ces tournées permettent de recréer autour du souverain le consensus et l'unanimité nécessaires à la croisade et à la régence. Les enquêtes de réparation illustrent ainsi plus largement le pragmatisme de la création institutionnelle capétienne qui procède par ajustements successifs. La mission confiée aux enquêteurs royaux exigeait donc d'eux non seulement des connaissances juridiques importantes, mais également des trésors de persuasion pour convaincre les populations de venir incriminer le roi et ses officiers. Il est donc paru essentiel d'en brosser le portrait, et le chapitre 4 s'intéresse donc au personnel de l'enquête et en fait l'analyse prosopographique. L'historiographie s'était avant tout concentrée sur les enquêteurs mendiants, censément recrutés par le roi pour leur profonde piété. Posée en termes hagiographiques, cette question méritait d'être reprise à nouveau frais en employant les méthodes des prosopographes. Après avoir établi une liste définitive des enquêteurs dont le nom nous est parvenu, j'ai jugé bon, comme tout prosopographe qui se respecte, de construire une fiche individuelle, normalisée et commune à tous les individus, avant de me lancer dans tout dépouillement documentaire. Quel résultat ? Eh bien, première découverte, les enquêteurs réparateurs sont tous des ecclésiastiques, qui partagent le fait d'être des spécialistes du salut, mais dont les compétences dépassent la sphère religieuse pour épouser celle de leur mission d'expertise économique et juridique. La prosopographie de la cinquantaine d'individus dont les noms nous sont parvenus montre que les émissaires royaux sont choisis à part égale entre des séculiers et des réguliers, et parmi les réguliers, vous voyez ici que les mendiants occupent le sommet de la répartition. Les séculiers sont choisis pour leur formation juridique et leur connaissance parfois intime des intérêts royaux, à l'instar de Guy Fouquois, qui fut, bien avant de devenir pape, l'un des agents les plus actifs de la royauté capétienne. Il revient principalement aux séculiers de déterminer si les revendications des déposants sont fondées en droit, en suivant les règles du procès civil, mais également de réussir à déterminer si ces revendications ne contrarient pas trop les intérêts du souverain. Leur formation universitaire, notamment juridique, et l'appartenance au cercle du pouvoir expliquent leur désignation comme enquêteurs, de même que l'examen de leur carrière antérieure, qui montre souvent une expérience inquisitoire préalable. Le profil des enquêteurs mendiants est presque le décalque inverse de celui des séculiers. Leur formation juridique apparaît tout d'abord comme limitée, qu'elle soit universitaire ou pratique. On compte dans leur rang un seul maître et un seul ancien inquisiteur. De plus, les mendiants recrutés aux réparations royales sont de simples frères qui ne connurent par la suite aucune promotion dans leurs ordres, sauf pour 3 d'entre eux. En outre, alors même que l'entourage du prince bruissait de prêcheurs et de mineurs, on ne trouve trace de ces individus dans la documentation royale. Contrairement aux séculiers, en effet, le roi ne choisit pas les frères mendiants commis aux restitutions royales. Ce furent les autorités mendiantes qui les désignèrent. En somme, ces enquêteurs étaient de parfaits inconnus pour le monarque. Les frères mendiants sont sans doute associés aux séculiers pour leur image de probité et leur aptitude à attirer les foules par leur maîtrise de la prédication, notamment pour les dominicains. Employés par Louis IX, les frères deviennent les propagandistes de l'idée royale, chargés de promouvoir la bonne justice du roi de France et chargés de véhiculer dans le royaume le message que ce roi de France était juste et bon. Les recherches de Giacomo Todeschini sur les théories économiques des moines franciscains ouvrent une autre piste. L'interdiction de posséder quoi que ce soit poussa les frères à trouver des intermédiaires économiques dans le monde civil,
mais surtout à dissocier de la propriété la possession temporaire et l'usage des biens économiques, à mesurer la valeur des choses et partant à comprendre les mécanismes de fixation des prix et les rouages du système économique tout entier. À compter du milieu du XIIIe siècle, en effet, une image nouvelle de l'ordre franciscain se propage. Le pauvre volontaire est dorénavant décrit comme un expert de la valeur des choses. Or, on touche ici à l'essence même des enquêtes ordonnées par Louis IX, qui sont une opération d'évaluation de pertes matérielles, de conversion monétaire et de remise en circulation dans la société chrétienne de biens mal acquis. On reviendra par la suite sur le rôle important que jouèrent notamment les mendiants dans la théorie de restitution des biens mal acquis, la théorie de restitution des Malais à Blata. Il n'est donc pas étonnant de constater l'association des franciscains aux enquêtes, convoqués par le roi pour leur connaissance profonde de la vie économique de leur temps et pour leur expertise de la valeur des choses, de la même manière que le monarque utilise les dominicains, spécialistes de la prédication. De très nombreux enquêteurs sont enfin originaires des régions qu'ils visitent pour des raisons évidentes de maîtrise des langues, des usages et des cultures des populations rencontrées. J'ai néanmoins montré comment ils accroissaient cet enracinement local en choisissant sur place tout un réseau de sous-traitants, notaires publics, mais également prêtres et ecclésiastiques du cru, qui furent parfois chargés d'entendre et de transcrire pour eux les plaintes de leurs ouailles. Le 5e chapitre se consacre ainsi tout naturellement au territoire de l'enquête et à ces espaces parcourus par les enquêteurs royaux. En cartographiant pour la première fois toutes les traces documentaires laissées par les tournées d'enquête, j'ai tout d'abord démontré que les chroniqueurs du XIIIe siècle avaient raison d'affirmer qu'elles avaient été étendues au royaume de France tout entier. La carte de gauche vous rappelle l'extension du domaine royal sous le règne de Louis IX, et la deuxième carte vous montre l'extension des enquêtes de réparation. En vert et en rouge, ce sont les secteurs pour lesquels nous avons des plaintes qui sont conservées. Mais vous voyez que les lettres capitales qui apparaissent sur certains diocèses sont en fait des lettres qui ont été adressées par les évêques au roi de France pour l'autoriser à faire des restitutions dans leur diocèse. On voit donc, grâce aux couleurs et grâce à ces lettres capitales, l'extension idéale de ces tournées de réparation. Et il vous apparaît donc nettement que ces enquêtes n'ont pas été limitées au domaine royal, mais qu'elles se sont étendues au royaume tout entier, terres apanagées incluses. C'est une première dans l'histoire capétienne, c'est la première fois qu'une même investigation est lancée à l'échelle du royaume tout entier. En comparant leur extension géographique aux itinéraires de Louis IX, mais également aux aires concernées par les centaines d'enquêtes menées par le Parlement, les enquêtes de réparation me sont apparues comme un moyen de combler l'éloignement physique du prince, dont les itinéraires sont relativement limités. Globalement, Louis IX circule principalement dans l'Île-de-France, un peu en Normandie, mais c'est véritablement un roi d'Île-de-France comme ses prédécesseurs. Ces enquêtes permirent donc de combler les déséquilibres administratifs observables à l'époque entre le nord et le sud du royaume. Elles attestent d'une volonté d'intégrer les provinces nouvellement conquises et furent porteuses d'homogénéisation administrative, pour reprendre l'expression d'Olivier Gueux-Janin. En 1247, l'espace inquisitoire apparaît en effet comme hétérogène et composite. Confronté à l'espace, espace matériel de la distance géographique, espace social et juridique de la diversité, le pouvoir royal et ses agents durent trouver des expédients pour mener les investigations dans l'ensemble des terres sous domination royale. Faute de pouvoir mobiliser des ressorts administratifs naissants, les bailliages, et désireux de ne pas limiter les investigations au seul domaine, le roi s'est emparé des seuls territoires mobilisables comme tels et communs à tout le royaume, les diocèses. Le caractère inédit de l'entreprise nécessita également de se couler dans le moule territorial des uniques procédures de réformation des hommes et des terres connues et éprouvées, les visites pastorales, souvent diocésaines. Sur place, chaque équipe s'appuya et pour visiter les diocèses qui leur avaient été attribués,
Chaque équipe s'appuya sur des ressorts qui lui parurent plus ou moins implantés. Doyenné, vicomté, paroisse, viguerie. J'ai pu le démontrer en réalisant pour chaque tournée d'enquête une carte répertoriant l'ensemble des localités figurant sur chaque source. En Mayenne, par exemple, les enquêteurs firent le choix d'utiliser le réseau ecclésial des diaconés pour parcourir les diocèses. En Normandie, en revanche, l'espace de la tournée d'enquête est régi par un phénomène de cospatialité, concept forgé par les géographes et repris par Benoît Cursante pour décrire le chevauchement parfois complexe des différents types d'espaces juridictionnels, seigneurial et paroissial. Ici, faute de pouvoir mobiliser le ressort récemment implanté des bailliages normands, Louis IX utilise comme cadre surplombant des investigations les références territoriales de l'Église, à savoir les diocèses, vous le voyez ici, de Lisieux, de Sées et d'Évreux. A contrario, et pour parcourir ces diocèses, les enquêteurs font sur place le choix de quadriller l'espace diocésain à partir de moyens séculiers, de cadres séculiers, le réseau vicomtal plantagenet, bien implanté auprès des populations locales. Ici, vous voyez comment les enquêteurs cheminent de chef-lieu de vicomté en chef-lieu de vicomté. Ils s'en tiennent néanmoins de manière rigoureuse au ressort de leur commission. Seuls les vicomtés appartenant au diocèse de Lisieux, d'Évreux et de Sées sont visités, sans considération pour les bailliages, dont elles sont pourtant les subdivisions naturelles. L'expérience acquise lors des premières tournées permit cependant, au retour de la croisade, de s'affranchir des cadres d'encadrement religieux et de mobiliser les ressorts territoriaux royaux, bailliages, sénéchaussées et prévôtés. Les commissions d'enquête demandèrent désormais aux enquêteurs non plus de parcourir les diocèses, mais de parcourir ces ressorts administratifs qu'ils contribuèrent à territorialiser. La deuxième tournée d'enquête, dont nous conservons la dernière tournée d'enquête dont nous conservons la trace, atteste ainsi une laïcisation progressive des cadres de l'enquête. La lettre de commission demande aux enquêteurs de parcourir les bailliages de Vermandois. Et ici, comme vous pouvez le voir, les enquêteurs cheminent de chef-lieu de prévôté en chef-lieu de prévôté. Les enquêtes de réparation transcrivent donc, tout autant qu'elles accompagnent, une mutation décisive dans l'encadrement des terres et des hommes, la progressive territorialisation des pouvoirs séculiers à l'imitation des institutions ecclésiastiques, ou comment, pour se territorialiser, le pouvoir royal a pris comme relais un cadre territorial qui était celui du diocèse. Cette logique a déjà été identifiée dans d'autres sources par Michel Lowers et Laurent Ripart. La multiplication des tournées d'enquête permit ainsi au pouvoir royal d'implanter dans les esprits les cadres de sa domination, tout en comblant la distance physique séparant ordinairement le roi de ses sujets. L'éloignement souverain est ainsi réduit par une présence justicière inédite, car ubiquiste, c'est-à-dire que le roi se trouve par l'intermédiaire de ses enquêteurs dans tout son royaume en 1247. Dès lors qu'ont été mises en lumière les modalités de collecte des dépositions, on peut enfin, et je suppose que vous l'attendez, se tourner vers l'analyse du contenu des dépositions des sujets du royaume. Comme son nom l'indique, la troisième partie de ma thèse se concentre sur la société de l'enquête. D'abord ceux qui furent mis au banc des accusés, puis la société des plaignants, et enfin les rapports qui se nouent entre les deux groupes au travers des sentences rendues par les enquêteurs. Pour les besoins de cette partie, un long travail de saisie et de traitement informatique des dépositions fut nécessaire, mais fortement contraint par le caractère lacunaire et absolument non sériel des sources conservées. Face aux 10 000 plaintes et réponses conservées, il fallut également procéder à des choix. Il était impossible dans le temps imparti à une thèse de dépouiller ces 10 000 dépositions. Comme peu de sentences nous sont parvenues, je les ai toutes dépouillées. En revanche, et pour ce qui est des dépositions, des plaintes des sujets, 2 zones géographiques échantillons ont été sélectionnées, le Languedoc, pour le caractère récent et difficile de sa conquête, et au contraire, la Picardie, dans le nord du royaume. Voici les résultats auxquels je suis parvenue.
L'étude consacrée au banc des accusés de l'enquête a permis de réfuter deux conceptions tenaces dans l'historiographie. Selon la première, les milliers de dépositions conservées sont considérées comme un matériau permettant de dresser, je cite, un tableau d'excès et d'abus de pouvoir de l'administration territoriale capétienne, perçue, je cite, comme capricieuse, brutale, exigeante et avide, tout spécialement dans les terres de conquête. Si cette condamnation de l'administration illustre les préventions persistantes de certains historiens français à l'égard de celle-ci et de ses représentants, elles attestent surtout d'une lecture très littérale de la documentation conservée. L'objet même de ces enquêtes, recueillir les griefs formulés contre l'administration royale, en fait nécessairement des sources à charge et non des outils d'évaluation de l'action réelle des officiers. L'autre vision, communément admise, était que Louis IX avait organisé ces vastes investigations dans une volonté de sanction et de contrôle de son administration. Ces baillis notamment, dont le récent office avait été créé par son grand-père, Philippe Auguste, en auraient été la cible privilégiée. Un simple comptage a permis de réfuter cette idée puisque les baillis sont les officiers les moins accusés par les sujets. En outre, la non-corrélation des enquêtes et des mutations des baillis et l'absence de remontée de l'information vers le pouvoir royal interdisent de considérer ces investigations comme des procédures de correction des officiers. Elles sont menées dans une visée d'exemplarité qui touche aussi le roi de France en personne. L'analyse du profil des accusés montre néanmoins que les enquêtes de réparation sont les outils d'une transaction politique dans laquelle, je vous rassure, les intérêts du roi de France ne sont pas oubliés. En reportant plus volontiers la faute sur les prédécesseurs de Louis IX et sur ses agents, sans permettre toutefois d'incriminer les officiers, les grands officiers en exercice, les baillis, ces enquêtes tentent de ranimer à bon compte l'amour porté à l'actuel roi de France. Elles ne souhaitent en revanche pas affaiblir les cadres de son administration avant une absence prolongée à la croisade. C'est pour cela que les baillis en fonction ne sont pas accusés par les sujets. Les officiers subalternes, en revanche, semblent avoir supporté l'essentiel des restitutions financières. Ils étaient, il faut bien le dire, moins contrôlés par le roi de France puisque leur charge était affermée. Les indemnisations pécuniaires ordonnées par les enquêteurs rappellent notamment à ces officiers subalternes, dont la charge est affermée, qu'ils ne peuvent vivre impunément sur le pays, mais aucune révocation n'est prononcée, les enquêteurs devant se borner à faire restituer quelques sommes mal acquises par ces officiers. Le contrôle institué par Louis IX est donc ici pénitentiel et non répressif, contrairement aux enquêtes de réformation des successeurs de Louis IX qui permettent de révoquer les officiers concussionnaires. On retrouve dans les enquêtes menées contre les usuriers juifs et auxquelles j'ai consacré un article dans le dernier numéro des Annales, une même part de démagogie. À partir de 1234, les différentes saisies générales des biens des créanciers juifs avaient rendu le roi coupable d'un recel d'autant plus coupable qu'il provenait d'une activité usuraire condamnée par l'Église et par le roi de France en personne. La responsabilité du roi est directement engagée car la dépendance juridique dans laquelle les juifs du roi étaient maintenus les plaçait dans une situation voisine de celle du servage. Pour épargner le scrupule à sa conscience, comme Louis IX le dit lui-même, le roi décide donc, à partir de 1254, de faire restituer à ses sujets, lors d'enquêtes, les intérêts prélevés par les prêteurs juifs en redistribuant une partie des bénéfices générés par la vente de leurs biens. Le reste est ou a été consacré à des usages pieux comme le financement de la croisade. Un système singulier, décrit par Joseph Schletzmiller, se met ainsi en place au retour de la croisade, le trinôme spoliatio, inquisitio restitution, saisie des biens des Juifs et vente de ceux-ci, enquête, puis restitution des usures juives, c'est-à-dire restitution des intérêts perçus par les créanciers juifs sur des capitaux prêtés. Outre un gain matériel difficilement mesurable en l'état, le roi tire de sa politique anti-juive un profit symbolique et politique accru,
par ces campagnes d'indemnisation. En effet, en réparant les usures à la place de ceux qui les ont prélevées, les Juifs du roi, le roi convertit à son profit les sentiments de rejet qu'il pouvait inspirer à ces sujets. L'enquête de réparation est ainsi une entreprise de conversion multiple et, dans le contexte d'une croisade permanente, elle permet de transformer l'enthousiasme contre les Juifs, l'ennemi intérieur de la chrétienté, en enthousiasme pour la croisade contre l'ennemi extérieur. Il convenait dès lors d'observer si cette vaste campagne de ralliement des sujets à la cause monarchique capétienne avait touché l'ensemble de la population ou une part réduite. Le chapitre 7 se pose donc la question: les déposants étaient-ils des pauvres diables ou des notables ? De fait, la prégnance du modèle explicatif hagiographique a longtemps maintenu les historiens dans l'idée que les enquêtes de Louis IX, roi saint, avaient non seulement rassemblé le grand concours du peuple, mais que, muet, je cite, de sentiments de commisération pour le pauvre peuple, elles s'étaient appesanties sur les plus petits, sur les pauvres diables. À l'aide d'une base de données recensant d'une part les titres concédés aux individus par les enquêteurs et d'autre part les informations délivrées par les déposants sur leur assise économique, j'ai entrepris une première sociographie des enquêtés dont les résultats bousculent quelques idées reçues. Dans les distinctions qu'ils opérèrent entre les déposants dans les sources, comme dans la réalité de leurs investigations, les enquêteurs semblent avoir privilégié les groupes de statut dominants, confirmant l'idée qu'une certaine surface économique et sociale était nécessaire dans la société médiévale pour avoir le droit à la parole. De surcroît, leur conception de la pauvreté définit les pauperes, les pauvres, comme ceux qui sont dominés, ceux qui sont sans armes, les inermes, et non comme ceux qui sont économiquement défavorisés, comme nous le ferions aujourd'hui. Dès lors, les femmes n'ont pas été exclues des audiences, mais le petit peuple, cher à l'historiographie classique, ne fut pas reçu par les enquêteurs. Ceux-ci tendirent en revanche la main vers une noblesse laïque malmenée par la conquête, vers les familles aisées des castrats languedociens, vers la bourgeoisie urbaine à Arras et plus généralement vers les couches supérieures des milieux populaires, en un mot, ceux que Brassens aurait pu désigner comme les honnêtes gens de chaque localité. Même s'il rejette les miséreux, le prisme social des déposants apparaît comme élargi à une frange de la société qui n'a d'ordinaire pas accès aux tribunaux royaux. L'envergure territoriale inédite des enquêtes, qui, je vous le rappelle, avait touché le royaume de France tout entier, se retrouve dès lors dans la sociologie des enquêtés, et le relais que le pouvoir royal entendait construire lors de ces enquêtes apparaît clairement. Après avoir identifié les voix qui se manifestaient dans ces sources, il était nécessaire, bien entendu, de tendre l'oreille vers les doléances qu'elles exprimaient et de prêter attention à la dialectique qui se nouait entre gouvernants et gouvernés. L'ambition du chapitre 8 était d'écrire une histoire des représentations et de l'expression politique à partir des dépositions et des quelques réponses d'officiers conservés. Malheureusement, et comme je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, on conserve énormément de plaintes des sujets, mais très peu de réponses d'officiers. Il a donc fallu regarder dans la justification même des déposants les motifs qu'avaient pu alléguer les officiers pour commettre les exactions reprochées par les sujets. S'il convient de reconnaître à la suite de Pierre Bourdieu que l'opinion publique n'est pas un fait de substance, et s'il faut rester attentif à la manière dont l'expression des déposants a été induite, voire construite par les enquêteurs, il m'a tout de même semblé possible de cerner, au travers des milliers de plaintes conservées, un certain nombre de préoccupations et de points de vue des sujets sur les structures administratives qui encadraient leur existence. A minima, je cite Rodrigue Lavoie, l'enquête administrative relate une sorte de confrontation entre les agents du pouvoir et leurs administrés à propos des méfaits commis par ou au nom de l'autorité. Ont ainsi été envisagés, au travers des sources et autant que celles-ci le permettaient, la version des déposants,
celle des officiers conduits à se défendre, et enfin la réponse donnée par le pouvoir royal au travers de ses enquêteurs. Soucieuse de faire apparaître la dialectique que l'enquête construisait entre gouvernants et gouvernés, l'étude a recensé les principaux points de crispation entre les administrés et le pouvoir royal et leur résolution par les enquêteurs. Alors, de ces dépositions ressort tout d'abord un consentement relatif à la domination royale, rarement remis en cause frontalement par les sujets. On condamne les abus administratifs, les impositions excessives, on tente de défendre la coutume locale face au droit royal, mais on sait très bien qu'il vaut mieux se présenter face aux enquêteurs comme un sujet fidèle et adopter l'humble posture du suppliant si l'on veut obtenir réparation. Chacune des plaintes, en fait, est véritablement rédigée comme une supplique dans laquelle le sujet, pour obtenir réparation, doit supplier le roi, qui est paré d'épithètes laudatives, comme les enquêteurs, de faire réparation au sujet qui, lui, est présenté de manière particulièrement humble. Ce qui veut donc dire que ce moule de la supplique était une manière d'assujettissement des sujets qui devaient se présenter pour obtenir gain de cause comme les sujets du roi de France, même si leurs sentiments, bien entendu, pouvaient être tout autres, et malheureusement, nous ne pouvons les reproduire avec les sources qui sont les nôtres. Si l'on se place maintenant du côté des officiers, les exactions dont on les accuse relèvent souvent d'un excès de zèle dans l'application des consignes royales. Jaloux de préserver l'ordre public et la bonne perception des revenus royaux, ils semblent défendre pied à pied les intérêts du roi, quotidiennement, ces intérêts du roi qui sont aussi les leurs quand leur charge est affermée. Si l'on ne peut plus défendre la vision très noire que l'historiographie donnait de leur administration, ils ne sont sans doute pas irréprochables, comme les sentences des enquêteurs l'indiquent. Penchons-nous sur celle-ci. Équitable quand elle tranche les litiges opposant les officiers au sujet, les décisions des enquêteurs avantagent en revanche le roi, dès que l'on en vient aux méfaits qui lui sont directement reprochés. S'il a été difficile d'établir un bilan chiffré des sommes restituées personnellement par le roi de France, il ne semble pas perdant. Ces restitutions territoriales sont souvent partielles et permettent des occupations définitives. En d'autres termes, et pour prendre un exemple concret, si une terre a été spoliée par le roi de France à des hérétiques languedociens, il va en rendre une partie à l'hérétique, conserver une autre partie de cette terre et devenir dès lors le propriétaire légitime du restant de la terre, puisque le déposant va renoncer dès lors à toute accusation contre le roi et à toute demande de cette terre. De plus, et c'est là qu'on voit que le mécanisme des enquêtes de réparation est particulièrement astucieux, les officiers remboursent quant à eux leurs exactions sur leurs propres deniers. Et l'on a vu qu'ils étaient ceux qui ont été davantage poursuivis par les enquêteurs que le roi de France. Enfin, et quoi qu'il en soit, le souverain gagne en prestige symbolique ce qu'il rend. Ces différentes étapes franchies, il est enfin légitime, désormais que nous avons compris la nature des documents qui sont face à nous, que nous avons dépouillé leur contenu, il est enfin légitime de se tourner vers les intentions royales. C'est l'objet de la 4e partie, l'enquête et le souverain. Le chapitre 9 a essayé de faire, une sorte de comparaison, une approche comparative de la pratique de l'enquête dans le règne de Louis IX, mais également dans le règne des autres Capétiens. Selon Claude Gauvard, réifiées, les enquêtes de Saint-Louis sont devenues pour les historiens un modèle inimitable et par conséquent exceptionnel, donc incomparable. Leur poids mémoriel semble en effet avoir considérablement pesé sur la compréhension de la pratique inquisitoire dans le royaume capétien. Ce temps de l'étude en livre donc le panorama de Philippe Auguste au dernier Capétien, réinsère les enquêtes de réparation de Louis IX dans les autres enquêtes du règne, notamment celles du Parlement, et les compare à celles que menèrent les rois de France dans leur principauté, Alphonse de Poitiers par exemple, ou Charles Ier d'Anjou d'autre part. Partant, ce chapitre tord le cou à la partition factice entre enquête judiciaire et enquête administrative, qui a rendu jusqu'à présent impossible la compréhension de cet outil de gouvernement,
et démontre que l'une des innovations capitales du temps tient en fait à un effet de seuil. La pratique ordinaire de l'enquête se double d'une pratique extraordinaire. À partir de ce milieu du XIIIe siècle, à côté des enquêtes particulières menées contra quemquam, contre quelqu'un, apparaissent des enquêtes générales, ordonnées contra omnes et singulas, ordonnées contre tout un chacun, et ce, dans l'ensemble des terres d'un souverain. Entre les mains des Capétiens, j'ai montré comment l'enquête était continuellement utilisée du XIIIe au XIVe siècle comme un outil de promotion de la justice royale, dont on met en avant le caractère équitable, et comme un outil de légitimation des droits et des revenus du souverain. Sous Louis IX, la défense des intérêts de la couronne passe par le canal d'enquête ordinaire, démultiplié par la création du Parlement royal en 1254, qui inscrit cette procédure au cœur de son fonctionnement. Comparée à celle de ses frères, la spécificité des investigations ordonnées par Louis IX est de cantonner l'enquête extraordinaire, l'enquête générale, c'est-à-dire ordonnée sur tout le royaume, au règlement d'affaires contentieuses. Les enquêtes de réparation ne visent pas l'information du monarque et de ses conseillers, contrairement aux enquêtes générales menées par les Angevins et par Alphonse de Poitiers, qui redressent parfois certains torts, mais qui dressent avant tout l'inventaire de leurs possessions. C'est très net chez Alphonse de Poitiers. Alphonse de Poitiers mène des enquêtes de réparation pour réparer ses exactions, mais il en profite également pour essayer de savoir si ses officiers font rentrer correctement les redevances dans le trésor comtal, et il en profite également pour connaître l'étendue de ses terres, ce qui n'est pas le cas de Louis IX. Il n'a pas échappé, en effet, à la postérité que la grande affaire de Louis IX était la justice, qu'il érige en qualité fondamentale du monarque. Les enquêtes ordinaires et les enquêtes extraordinaires incarnent néanmoins deux idéaux de justice différents. Alors que les enquêtes du Parlement témoignent du devoir du roi de rendre à chacun justice, les enquêtes de réparation témoignent d'une conception davantage eschatologique. Le roi souhaite se mettre en état de grâce et racheter son âme en restituant tout ce qui aurait été mal acquis. C'est sur cette dimension pénitentielle de l'enquête qu'il convenait de conclure notre ouvrage. En réintégrant ces investigations dans l'horizon spirituel de leur temps, soucieux d'introspection, de confession et de pénitence, j'ai démontré que les enquêtes de réparation étaient issues d'une conception privative du pouvoir et trouvaient toute leur place dans le cadre de l'économie du salut et de la comptabilité de l'au-delà. Rappelons que le XIIIe siècle est le grand siècle de la confession. Le Concile de Latran IV, en 1214, rend cette confession obligatoire. Et Jacques Le Goff a bien montré comment est-ce que la naissance du purgatoire poussait chacun des chrétiens à essayer de véritablement gérer son salut selon une véritable comptabilité. Dans les consignes royales, ces enquêtes étaient ordonnées au nom du salut du roi. Saluti anime nostre providere volentes, dit la lettre de commission de 1268, pour éviter le scrupule à sa conscience, ob conscientiae scrupulum evitendum, ou pour trouver un chemin plus sûr vers le salut, ut anime nostre saluti viam possimus eligere tusiorem. Les enquêteurs avaient ainsi la mission de racheter sou à sou l'âme du roi avant qu'il ne s'expose au péril de la croisade, en réparant par le truchement monétaire les fautes qu'il avait commises contre son peuple, directement ou indirectement par le biais de ses officiers. Pour expliquer le geste inédit de Louis IX, 3 fils d'interprétation ont été successivement tressés. La dévotion personnelle de Louis IX, organisée autour d'une pratique quotidienne de la confession. La nécessité faite aux croisés de se mettre en état de grâce avant le départ en Terre Sainte. Mais également la pratique testamentaire des grands, articulée à partir du XIIIe siècle autour de la réparation des torts et de la restitution des biens mal acquis. En effet, cette restitution des biens mal acquis était avant tout demandée en premier lieu aux usuriers, qui, pour pouvoir gagner le salut de leur âme, devaient se justifier du commerce de l'argent qu'ils faisaient en restituant des biens mal acquis.
Eh bien, une partie de mes recherches a permis de démontrer que les usuriers n'étaient pas les seuls à insérer des clauses de restitution dans leur testament, mais que les grands, les princes, le faisaient également, puisqu'ils étaient responsables, chargés des âmes de leurs sujets. Louis IX met ainsi en pratique dans ses enquêtes la théorie ecclésiale de restitution des malea ablata, restitution des biens mal acquis, qui est théorisée, formalisée à l'époque au sein de l'Église. À compter du XIIIe siècle, en effet, la restitution des biens mal acquis devient un préalable obligatoire à toute absolution. Exigée lors de la confession, la réparation s'inscrit dès lors dans les sermons, dans la pratique testamentaire des usuriers, je l'ai dit, mais également des grands, et à partir de Louis IX, dans de vastes tournées d'enquête générale. La chrétienté tout entière semble animée par une véritable passion de restituer, pour reprendre l'expression de Giacomo Todeschini, qui le premier a identifié cette théorie de restitution des malea ablata. Les enquêtes de réparation répondent ainsi à une double logique de transaction politique et pénitentielle. Elles inscrivent le roi et ses sujets dans la perspective du salut, mais d'un salut qui repose sur des mécanismes d'échange et de conversion monétaire dans lequel le chiffre tient une place inédite. Il s'agit véritablement d'évaluer l'âme du roi au prix le plus juste. En termes d'idéologie politique, les réparations royales m'ont permis de mettre en évidence le rôle fondamental de la pensée mendiante sur les théories et sur les pratiques de gouvernement de Louis IX. Le règne de son petit-fils, Philippe le Bel, semble quant à lui davantage marqué par une pontificalisation de la monarchie capétienne telle qu'identifiée par Julien Théry. Le modèle vient toujours de l'Église, mais il ne vient plus des mendiants, il vient du pape et de la théocratie papale déjà constituée en ce XIVe siècle. L'un des acquis de la thèse a précisément été de montrer l'originalité de la démarche de Louis IX, roi réparateur, occulté par ses successeurs, et notamment par Philippe le Bel, qui lui substituèrent durablement l'idéal du roi réformateur dans le contexte étroit de sa lutte avec le pape Boniface VIII. En effet, c'est Philippe le Bel qui va importer dans le champ politique capétien ce concept de réforme, de réformation, qui continue aujourd'hui de faire florès, la réforme plus que la réformation, bien entendu, puisque lors de sa lutte avec le pape Boniface VIII, le pape l'avait menacé de le réformer lui et de réformer son royaume à sa place. Et le roi Philippe le Bel lui a répondu donc en ses propres termes qu'il n'avait pas besoin de son aide pour réformer son royaume, mais qu'il entendait également réformer l'Église de France, l'Église gallicane. C'est ainsi que ce vocabulaire de la réforme, qui était un vocabulaire religieux, a basculé dans le champ politique et n'en est plus ressorti jusqu'à aujourd'hui. Motivés par l'utilité publique plus que par l'âme du roi, les enquêtes de réformation des successeurs de Louis IX, des derniers capétiens, instaurent le contrôle, voire la répression des officiers et de tous ceux qui détournent des parcelles du domaine royal, sujets compris. Les enquêtes de réparation étaient destinées quant à elles, au contraire, à apurer les dettes de la monarchie. Le mouvement est inverse. D'un côté, se soucier que les ressources rentrent dans le trésor royal, de l'autre, réparer, restituer quelques sommes mal acquises. En conclusion, et pour revenir à l'objet premier de cette communication, que nous apprennent in fine les enquêtes de réparation de Louis IX de l'art de gouverner médiéval, si ce n'est que se gouverner soi-même et gouverner le royaume était alors entendu comme un même geste. Entreprise de promotion du pouvoir royal, ces investigations furent de fait et tout d'abord organisées pour la première fois à l'échelle du royaume tout entier pour pallier l'éloignement physique du souverain. Enquête générale, les enquêtes de réparation de Louis IX avaient en effet vocation à être des outils de gouvernement permettant, face à la crise de croissance généralisée des domaines capétiens, l'intégration des provinces nouvellement conquises. La vaste extension territoriale de ces enquêtes atteste d'une volonté de traiter pour la première fois à égalité l'ensemble des terres sous domination capétienne. Elles furent porteuses
d'homogénéisation administrative, pour reprendre la formule d'Olivier Gueux-Janin. Leur envergure inédite se retrouve dans la sociologie des enquêtés. Enquête sur le grand nombre, les plaintes collectées émanent d'un corps sociologiquement élargi qui fait certes la part belle aux élites traditionnelles et au groupe de gouvernement dans son ensemble, mais qui intègre également les honnêtes gens de chaque localité. Auprès de populations qui n'avaient parfois connu du roi de France que ses troupes et ses administrateurs, les campagnes de restitution sont une pastorale politique permettant de construire le consentement à la domination et permettant de convaincre les sujets d'adhérer à la cause royale et de devenir même les sujets du roi de France. Ces enquêtes furent en effet des outils d'assujettissement au sens premier du terme, car pour obtenir gain de cause, les sujets devaient adopter face aux enquêteurs royaux l'humble posture du suppliant. Les enquêtes de réparation sont ainsi un moment clé de la construction d'un État qui use tour à tour de la contrainte et du consentement pour s'établir. Sous le règne de Louis IX, cette jeunesse passe davantage par la justice que par la fiscalité ou la guerre. L'État naît et se crée avant tout comme un État de droit. Les enquêtes sont ainsi une page importante de l'histoire judiciaire capétienne. Elles s'inscrivent pleinement dans un processus de déploiement et d'institutionnalisation de la justice royale au sein des prévôtés urbaines, des cours des baillis et des sénéchaux, mais également au sein du tout nouveau Parlement central. Pour s'imposer en ce milieu du XIIIe siècle, la justice royale ne pouvait recourir à la force. Elle devait d'abord convaincre et satisfaire. Les enquêteurs orchestrèrent dès lors dans leurs tribunaux la réconciliation du monarque et de son peuple, en donnant quelques gages de miséricorde et en faisant publiquement la démonstration du caractère équitable de la justice du roi. La reconstruction de la machine sociale par la réparation légitime ainsi un pouvoir monarchique capable de faire justice à ses sujets. Le bénéfice symbolique et politique retiré par la royauté capétienne des vastes tournées de réparation ne saurait néanmoins faire oublier leur dimension éminemment religieuse qui ne convenait ni de célébrer, comme par le passé, ni d'évacuer. En réintégrant ces investigations dans l'horizon spirituel de leur temps, soucieux d'introspection, de confession et de pénitence, j'ai démontré qu'elles étaient issues d'une conception privative du pouvoir et trouvaient toute leur place dans le cadre de l'économie du salut et de la comptabilité de l'au-delà. Ces enquêtes étaient ordonnées au nom du salut du roi. Les enquêteurs avaient ainsi la mission de racheter son âme avant qu'il ne s'expose au péril de la croisade, en réparant financièrement les fautes qu'il avait commises contre son peuple, directement ou indirectement par le biais de ses officiers. Sans doute inspiré par ses confesseurs mendiants, Louis IX met en pratique dans ses enquêtes et à une échelle totalement inédite la théorie ecclésiale de restitution des mallets ablata. Confiées à des spécialistes du salut, les réparations royales ont permis de mettre en avant le rôle fondamental de la pensée mendiante sur les théories et sur les pratiques de gouvernement de Louis IX. Le règne de Philippe IV le Bel étant, comme je vous l'avais dit, plutôt marqué par une pontificalisation de la monarchie capétienne. L'originalité de la démarche de Louis IX, roi réparateur, fut occultée par ses successeurs, et notamment par Philippe le Bel, qui lui substituèrent durablement l'idéal du roi réformateur et qui cessa tout bonnement de mener des enquêtes pour réparer ses exactions, mais uniquement des enquêtes pour réformer son royaume et son administration. Les enquêtes de réparation permettent ainsi d'identifier un art de gouverner singulier, qualifié par Jordan de redemptive governance, de gouvernement rédempteur. Ces investigations permettent en effet de comprendre comment la comptabilité de l'au-delà, le salut de l'âme, débouche, pour reprendre cette fois-ci l'expression de Thomas Beeson, sur l'accountability du pouvoir royal envers lui-même et ses sujets, ou comment la comptabilité de l'au-delà, une dimension privative du pouvoir royal, peut déboucher sur une dimension publique de l'exercice du pouvoir royal. Je vous remercie pour votre attention.